Bonjour à tous, moi c'est Tchofo Bertin, le promoteur de la société Pafixal. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez folle, il faut le dire. Imaginez un peu Paris, gare de l'Est, en 2005. La foule, le bruit, l'anonymat. Et là, au milieu, un jeune homme, invisible, sans un sou, sans rien. Vraiment le fond du trou. Cet homme, c'était Bertin Tchofo. Et ce qui est fou, c'est que ce même homme va bâtir plus tard ce qu'on pourrait appeler un petit empire. Alors voilà, notre sujet aujourd'hui, c'est ça. Ce chemin incroyable de la rue à chef d'entreprise, mais raconté par lui-même. On se base sur un extrait de son témoignage personnel. Oui, exactement. Et notre but ici, c'est de creuser un peu ce récit. Pas juste le raconter, mais essayer de comprendre les étapes, les leçons qu'il en tire lui-même et qu'est-ce qui a bien pu rendre possible ce virage à 180 degrés, de la survie pure et dure à la création d'entreprises, en France et puis au Cameroun. On va s'appuyer uniquement sur ces mots pour voir comment lui, il voit les choses. Ok, alors allons-y. Il décrit cette période SDF sans détour. 8 mois dehors à Paris, surtout autour de la gare de l'Est. Il parle du froid, de la faim, de chercher n'importe quel abri pour échapper au regard des autres aussi. Juste un banc, un recoin. Et surtout, ce sentiment d'être un fantôme, quoi. D'être là sans être vu. Et il raconte ce cri intérieur, « Seigneur, pourquoi moi ?» C'est plus qu'une question, c'est presque une révolte face à sa situation. Mais, et c'est crucial, il entend aussi une petite voix qui lui dit « Tu ne peux pas finir comme ça. T'es pas venu en France pour mourir dans la rue. » Une sorte d'étincelle, de défi au milieu du désespoir. Ce moment de questionnement, pourquoi moi ? C'est intéressant. Ce n'est peut-être pas juste un appel à l'aide, mais déjà une forme de refus de cette condition. Et c'est là, d'après son récit, qu'il rencontre le pasteur Serge. Une rencontre qu'il présente comme absolument décisive. Le pasteur lui offre un toit temporaire, oui, mais surtout, il l'écoute. Tchofo dit que c'est là qu'il retrouve la foi. Mais on lui parle aussi de résilience, de discipline, des mots importants pour la suite. Et ce qui est frappant, c'est son analyse après coup. Quand on lui enlève tout l'argent, le toit, la sécurité, il dit qu'il ne lui reste que sa force intérieure, qu'il identifie à sa foi d'ailleurs. Il fait cette distinction très nette entre l'avoir et l'être. L'avoir avait disparu, mais l'être, cette conviction, cette foi, ça devient son seul capital. C'est une sorte de recentrage radical, vous voyez ? La valeur se déplace complètement vers l'immatériel. Et c'est ce noyau dur, selon lui, qui a permis de tout reconstruire. Et cette reconstruction, elle commence vraiment tout en bas. Il raconte qu'il prenait n'importe quel petit boulot, mais vraiment n'importe quoi. Laveur de vitres, faire le ménage, distribuer des prospectus dans le froid, la manutention, tout était bon à prendre pour gagner quelques euros. Chaque pièce, c'était pas juste de l'argent, c'était une petite victoire, quoi. Et il en tire une leçon qu'il répète souvent. Il n'y a pas de petites opportunités. Si tu méprises les petites choses, tu n'auras jamais accès aux grandes. C'est pas juste une belle phrase. On sent que c'est un principe qu'il a vraiment intégré à ce moment-là. Chaque petit boulot, c'est un pas. Tout à fait. Et cette idée du petit, ça s'applique aussi à l'argent gagné. Il décrit une discipline financière quasi militaire. Chaque euro économisé, c'est, comme il dit, un pas vers sa liberté. C'est très fort symboliquement. Économiser, c'est plus juste gérer un budget, c'est reconquérir son autonomie, sortir de la dépendance. Chaque pièce mise de côté, c'est une brique pour construire un mur entre lui et la rue. Il transforme la nécessité en stratégie, en fait. C'est comme ça qu'il arrive à mettre un peu d'argent de côté et il lance Pafix Service, sa première boîte, une entreprise de nettoyage. Il le dit lui-même, c'est pas l'activité la plus prestigieuse, mais c'était son projet. Il raconte les débuts difficiles, le démarchage, les gens sceptiques, un jeune entrepreneur sans moyens, bon. Mais il s'accroche à cette idée. Si tu es sérieux dans les petites choses, les grandes viendront. Ce sérieux dans les petites choses, c'est intéressant. Est-ce que c'est juste une question de bien faire son travail ou est-ce qu'il y a déjà une compréhension stratégique que sans réseau, sans capital, la réputation, elle se construit contrat par contrat en étant fiable, même sur des tâches modestes. C'est une façon de bâtir la confiance à partir de rien finalement. Oui, il décrit ça comme un combat de tous les jours. Le porte-à-porte, les refus, mais aussi les premiers succès, les premiers clients qui lui font confiance. Chaque contrat, même petit,
il le vit comme une validation, une victoire immense. Et c'est cette accumulation qui a dû créer une sorte de dynamique. Et il y a un détail qu'il raconte qui est très révélateur sur sa gestion du risque, de l'angoisse même. Il explique qu'il a continué son boulot de vigile la nuit pendant un temps, alors même que son entreprise commençait à tourner. C'était plus forcément vital financièrement, mais c'était comme une assurance personnelle, dit-il. C'est une forme de couverture psychologique en quelque sorte, pour se protéger du spectre du retour à la rue, du traumatisme. Ah oui, c'est une manière très concrète de gérer la peur, en fait. Exactement. Il ne cherche pas à l'éliminer, cette peur, mais à la canaliser, à la transformer en prudence, en discipline. La peur de retomber devient un moteur pour bosser encore plus dur sur son entreprise, tout en gardant cette sécurité. C'est une gestion active de l'anxiété qui devient presque un carburant. Pas la nier, mais l'utiliser. Et visiblement, ça marche. Pafix Services grandit en France, il décroche de plus gros contrats, l'entreprise gagne en respectabilité, il embauche du personnel, son statut social change complètement, l'homme invisible de la gare devient, comme il dit, un chef d'entreprise respecté. C'est une étape énorme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il raconte qu'à un moment, même avec ce succès en France, il sent comme un appel, quelque chose de plus profond, vers l'Afrique, vers le Cameroun, son pays d'origine. Cette décision de repartir, il la présente comme assez audacieuse, voire un peu folle pour certains de ses proches en France à l'époque. Pourquoi quitter une situation stable, prospère, pour retourner dans un contexte perçu comme plus compliqué? Il décrit lui-même le choc en arrivant, l'état des routes, le manque d'infrastructures, la pauvreté visible. On lui disait de rester en Europe, quoi. Oui, mais il explique pourquoi il l'a fait avec une phrase assez forte. Le vrai succès ne se mesure pas seulement à l'argent, mais à l'impact. On dirait qu'il redéfinit sa propre vision de la réussite. Ça dépasse l'accumulation personnelle. Il y a cette idée de contribuer à son pays d'origine. C'est là qu'on peut faire le lien, effectivement, avec des notions comme l'entrepreneuriat social, l'investissement à impact, chercher une finalité qui intègre le collectif. Mais ce qui est intéressant, toujours d'après ces mots, c'est que cette quête d'impact reste très entrepreneuriale. Ce n'est pas de la charité pure, c'est créer de la valeur économique pour avoir cet impact. Il y a une synergie intéressante entre les deux. Et concrètement, il crée donc Pafix Sarl au Cameroun, dans l'agro-industrie cette fois. Et son premier choix est significatif. Il se lance dans le manioc, un produit de base, hyper courant, presque banal on pourrait dire. Mais là où beaucoup voient juste un tubercule, lui, il dit avoir vu un potentiel de richesse. Et il adapte des techniques de transformation européennes aux réalités locales. Et de là, l'entreprise se diversifie. C'est assez impressionnant. D'abord la farine de manioc, puis du pain, des biscuits. Ensuite, il élargit. Une savonnerie, des jus de fruits locaux, de l'eau minérale, d'autres transformations alimentaires. On voit une stratégie d'intégration qui se dessine. Oui, cette diversification est remarquable. Ça suggère qu'il a su identifier des besoins locaux et y répondre avec une production locale, peut-être en remplaçant des importations. L'ampleur qu'il décrit aujourd'hui, des centaines d'employés, des exportations, il parle même d'écosystème industriel, ça montre une ambition qui va au-delà de la simple entreprise. Et là, le contraste avec le point de départ, la gare de l'Est, il est maximal. C'est l'aboutissement du parcours qu'il raconte. L'ancien SDF parisien devenu industriel au Cameroun. Il insiste bien sur pourquoi il raconte tout ça. C'est pas pour se mettre en avant, dit-il, mais pour passer un message. Surtout aux jeunes en Afrique qui peuvent se sentir bloqués par les difficultés. Son message est très direct. C'est presque un électrochoc. Si moi, j'ai pu passer de la rue glaciale de Paris aux usines du Cameroun, alors vous aussi, vous pouvez transformer votre vie. C'est une affirmation très forte de la capacité de chacun à changer sa trajectoire, peu importe d'où on part. Et quand il résume l'hymen des clés de son succès, il parle d'un triptyque. La foi, le travail, la persévérance. 1. La foi, il est convaincu que Dieu l'a soutenu. 2. Le travail acharné, l'idée que rien ne tombe du ciel. Et 3. La persévérance, ne pas lâcher face aux obstacles, aux échecs. C'est intéressant de voir comment ces 3 éléments s'articulent dans son histoire. La foi donne peut-être le sens, la résilience. Le travail donne les moyens concrets et la persévérance, c'est ce qui permet de tenir dans la durée, malgré tout. D'ailleurs, il revient sur cette image du début, l'homme invisible à la gare de l'Est, pour souligner que la différence, au fond, c'est pas une question d'intelligence ou de don particulier, mais c'est ce refus d'abandonner, cette ténacité.
Oui, cette notion de ténacité, elle est importante, mais ce n'est sans doute pas juste s'obstiner bêtement, hein. C'est plutôt une persistance adaptative. Son parcours montre qu'il a dû apprendre, s'adapter, changer de cap, passer de la survie à l'entrepreneuriat, puis de la France au Cameroun. Ça demande des ajustements énormes. La persévérance, c'est tenir le cap, oui, mais en naviguant. Ses conseils à la fin sont très pragmatiques d'ailleurs. Ça découle vraiment de son vécu. Ne pas snober les petites opportunités parce que c'est là que tout commence. Utiliser la peur comme un stimulant, pas comme un frein, on a vu comment il l'a fait. Et surtout, agir maintenant. Ne pas attendre que tout soit parfait, parce que ça n'arrive jamais. C'est un appel à l'action, quoi. Alors, si on essaie de synthétiser un peu les enseignements de ce récit, tel qu'il nous le livre, hein, on a cette résilience incroyable, née de l'épreuve extrême, cette capacité à trouver des ressources en soi quand tout s'écroule. Il y a cette valorisation des débuts modestes, ce refus de mépriser les petites choses, cette gestion très particulière de la peur, transformée en outil, et puis cette évolution vers une recherche d'impact qui redéfinit le succès pour lui, surtout au retour au Cameroun. Et bien sûr, ce socle qu'il revendique, foi, travail, persévérance. C'est un parcours individuel, unique, c'est sûr, mais ça donne vraiment à réfléchir. Ça montre de manière assez spectaculaire que le point de départ ne dicte pas forcément l'arrivée. Au-delà de l'inspiration pure, cette histoire telle qu'on la découvre à travers ces mots nous pousse à nous interroger sur les ressorts de la transformation face à l'adversité. Et c'est un peu ça, le but de nos explorations. Apporter des éclairages, des perspectives. Tout à fait. Et pour aller un peu plus loin, il y a une question qui vient assez naturellement en écoutant les détails de son récit. Il met énormément l'accent, surtout à la fin, sur les forces intérieures. Foi, travail, persévérance. C'est presque exclusif dans sa synthèse. Mais son histoire elle-même mentionne des facteurs externes qui semblent quand même cruciaux. Cette rencontre avec le pasteur Serge qui arrive à un moment critique. Ou même le contexte du Cameroun qui offre des défis, oui, mais aussi des opportunités spécifiques pour lui. Alors la question, c'est pas de nier la volonté individuelle, bien sûr, mais de voir comment elle s'articule avec l'environnement. D'après son propre récit, finalement, est-ce que cette métamorphose est uniquement le fruit d'une volonté pure, ou est-ce que c'est pas plutôt une alchimie plus complexe ? Une interaction entre cette détermination folle et des catalyseurs externes, des rencontres, des contextes, des opportunités saisies au bon moment. Comment ces deux dimensions s'entremêlent vraiment dans des parcours comme celui-là ? Une question passionnante en effet. Ça ouvre d'autres pistes de réflexion sur la réussite face aux obstacles. Merci d'avoir été avec nous pour cette analyse du parcours de Bertrand Tchofo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.